Bonjour. On s'installe. On est bon. Bonjour à toutes et à tous. Et comment ça va? Bienvenue dans Allez Café. Il est 5h26 du matin. Il va falloir s'habituer à cet horaire. Car nous sommes désormais en finale de conférence. Et en finale de conférence, aïe aïe aïe, c'est plus compliqué au niveau des horaires. Soit les matchs ils sont à 2h30 du matin, soit ils sont à 3h. Je vous laisse vous installer où que vous soyez. Il y a de la Dub Nation qui est dans le coin. Il y a aussi des fans des Dallas Mavericks. Il y en a peut-être d'autres franchises. Je sais que vous êtes un peu partout. J'ai vu qu'il y avait des copains aux États-Unis, en Guadeloupe, ou ne sais-je. Il y en a qui font le big step in. La danse, le classique, en direct du Chase Center. On va parler comme d'habitude des choses dans l'ordre, notamment du match de ce soir entre Golden State et Dallas, rentrer un petit peu dans les détails, soit pour débattre avec ceux qui étaient donc en direct dans ce match, à qui je dis bonsoir, bonjour tout de suite, ou ceux qui sont en replay et se disent bah alors qu'est-ce que tu branlais, on n'a pas eu de Allez Café pour le Game 1 de Miami-Boston et pour la loterie de la draft. Eh bien c'est simple, nous avons une vie aussi dans les membres de l'équipe de Trash Talk. Et votre humble serviteur a pris son mardi soir. Voilà, ça arrive. Pour le reste de l'année, on est tous ensemble. Du coup, je vous laisse vous installer tranquillou en disant bonjour, bonsoir à ceux qui sont là. Il y a des bonjours d'Oslo, il y a des gens de Los Angeles, il y a des gens de la Réunion, magnifique. Où est-ce que sont les gens de la communauté? Je vous laisse vous installer peinard. De Nice, très bien. Bonjour de Taïwan, formidable. De Limoges, de Bretagne, de Chine, du Sénégal. Wow! De Madrid, de Suisse, de Cleveland, de Washington, mais vous êtes partout, c'est formidable. J'imagine qu'il y a beaucoup de fans de Golden State dans cette... De Buenos Aires. Bonsoir à mes copains de Montréal, du Québec et de Prague, depuis le Mali. Oh là là, les gens sont partout. Mes frérots d'Amérique du Nord et du Sud, africains, asiatiques, européens, où que vous soyez, donc je vous fais la bise, j'espère que vous avez bien démarré la semaine. On aura l'occasion de revenir avec Alex sur ce Game 1 entre Boston et Miami, notamment avec les absences qu'il y a à côté des Celtics. On aura l'occasion de reparler de la loterie de la draft, puisque je rappelle qu'on commentera la draft en direct avec Alex, et Simon très certainement. Mais donc du coup, je pense qu'on va faire comme d'hab, on va pas perdre de temps, une petite lampée, un petit résultat du match, et on rentre dans les détails, histoire d'avoir aussi vos réactions à chaud, ceux qui l'ont vu le match, et peut-être bien démarrer la journée pour ceux qui regardent le replay sur YouTube. Pif paf pouf, la taille du pouf. Allez hop, victoire 112-97 de Golden State, petite lampée. Match géré. Match géré par Golden State qui était donc à domicile. Je rappelle évidemment le contexte, puisque là vous voyez peut-être les scores carton par carton, avec un bon premier carton de Golden State qui a ensuite bien été rattrapé par Dallas dans le second quart, mais un énorme troisième quart-temps. Vous les connaissez, les troisièmes quarts de Golden State, puis le quatrième qui se transforme en véritable garbage time. Pour rappeler le contexte, Golden State avait terminé sa série en 6, à domicile contre Memphis. Ils attendaient donc gentiment leur adversaire de finale de conférence. On pensait que c'était les Phoenix Suns, et puis on a vu ce qui s'est passé au Game 7. Dallas, qui avait terminé sa série de demi-finale de manière extraordinaire chez les Suns, a dû enchaîner de l'Arizona à la Californie. Évidemment, l'idée c'est pas de trouver des excuses, puisque je sais que les fans de Golden State sont particulièrement sympathiques. Non, c'est juste rappeler le contexte sur le fait que Dallas, quand même, découvrait avec ce groupe les finales de conférence, puisque de l'autre côté, Stephen Curry, Steve Kerr, Klay Thompson, Draymond Green et Kevin Looney, les finales de conf, c'est un petit peu leur salle de bain. Et en même temps, pour Dallas, un petit peu la découverte et un petit peu de fatigue forcément, un petit peu de oh là, c'est juste le Game 1, attendons de voir ce que ça donne. On a vu que Dallas aussi sur les Game 1, ça a tendance à prendre l'eau. Ils avaient perdu, si je dis pas de bêtises, du côté de Phoenix. Et sur la série contre Utah, je crois qu'ils avaient bien perdu le Game 1 et qu'ils ont gagné le Game 2. Je vous laisse me confirmer, mais je crois que ça fait 3 séries de suite que Dallas sur les Game 1, on y va mollo. Je crois, hein. Je vous laisse me confirmer. Oui, c'est bien ça. Formidable. Vous avez les mêmes souvenirs que moi. Donc du coup, Dallas
a démarré sa soirée en se disant bon bah tiens, on va mettre un 5 majeur typique, c'est-à-dire avec du Dorian Finney-Smith et Reggie Bullock, un peu dans les missions sombres, du Dwight Powell au poste de pivot, Jalen Brunson et Luka Doncic sur les lignes arrière et à la création. Côté Golden State, on avait du Draymond Green, du Andrew Wiggins, Kevin Looney à l'intérieur, dont on va reparler, Stephen Curry et Klay Thompson. Donc pas trop de surprises dans les 5 majeurs. On essayait juste de savoir combien de temps ça allait durer un petit peu tall ball, c'est-à-dire avec Kevin Looney côté Golden State, et si on allait voir du small ball du côté de Dallas, en voyant si Maxi Kleber et Dwight Powell allaient pouvoir survivre dans cette série. Spoiler, sur le Game 1, ça nous a rien donné de très prometteur pour les amis texans. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que dès le début du match, on a vu Golden State très bien démarrer. Je sais pas s'il y en a qui l'ont vu ici en direct, j'imagine, parce que si vous traînez à 5h30 du matin, c'est pas parce que vous êtes en train d'écrire une thèse. On a vu un très bon premier quart. Très bon premier quart de Golden State avec vraiment Andrew Wiggins et Kevin Looney, qui sont quelque part deux des 3-4 meilleurs joueurs de la rencontre. Peut-être que ça vous choque sur la feuille de stats, mais excellent premier carton de Kevin Looney. Toujours aussi intelligent, agressif au rebond. Il a pris du rebond offensif, il a provoqué des secondes chances, il a tout de suite imposé sa barbaque à l'intérieur chez les pivots justement de Dallas. Et on a vu Andrew Wiggins démarrer de manière spectaculaire. C'est peut-être le joueur du match, Andrew Wiggins. J'ai lancé le débat un peu sur Twitter, on en reparlera dans le chat, mais magnifique en défense et 10 points, je crois, dans le premier quart-temps, tout en agressivité, à aller chercher les paniers faciles et à sanctionner à 3 points. Donc du coup, quand vous commencez comme ça côté Golden State, pas forcément besoin de compter sur Stephen Curry et Klay Thompson. La première mi-temps de Curry et Klay Thompson, c'est les Splish Splash Brothers. 1 sur 9 à 3 points. Klay, on est totalement à l'inverse du Game 6 contre Memphis, redescendre sur terre. Curry, ça rentre pas. Bon, l'attaque de Golden State va se reposer surtout sur du Andrew Wiggins, et en sortie de banc, on va avoir des très bonnes minutes de Otto Porter Jr. et de Jordan Poole qui vont vachement contribuer. Je vais vous montrer ça sur la feuille de stats. Mais c'est vrai que sur le premier quart-temps, on se dit bon, voyons voir. Il y a donc 28-18, si je dis pas de bêtises. Et on voit en effet que sur le second quart, ça va un peu mieux. Pourquoi ? Parce que Luka Doncic, il va mettre 18 points en première mi-temps. Il va mettre quelques tirs à 3 points. Il va se faire griffer quand même au visage par Andrew Wiggins dès le début du match, de manière involontaire, mais ça lui fait une belle cicatrice à Luka. Et puis les shoots à 3 points ne rentrent pas. C'est-à-dire que Dallas va être, si je dis pas de bêtises, à 3 sur 19 à 3 points en première mi-temps. Ou 4 sur 27 ? Je sais plus. Je l'ai tweeté, je vais le retrouver. Je crois qu'ils étaient à 4 sur 27 à un moment à 3 points les Mavs, alors qu'en face, les Splash Brothers, par contre, ça ne va pas non plus. Mais vous n'avez pas les paniers sur lesquels vous pouvez compter de Jalen Brunson. Vous n'avez pas du tout de production de la part de Dwight Powell et de Monsieur Maxi Kleber. Trop de fautes de Kleber, il en prend 3, il ne joue que 19 minutes. Dwight Powell, il a joué que 14 minutes, ils ont été fantomatiques. Et donc du coup, c'était très compliqué pour Dallas, malgré la bonne première mi-temps de Luka Doncic, 18 points en étant pas mal ciblé en défense. Eh bien on se dit, bon bah, peut-être que ça va aller, peut-être que les bonnes minutes de Spencer Dinwiddie vont pouvoir aider. Malheureusement, c'est trop compliqué. Il va y avoir le fameux troisième quart-temps de Golden State, et donc je vais vous montrer les stats des Warriors. Alors là, je peux pas descendre plus bas, je suis comme un connard, mais il y a 19 points, sachez-le, de Jordan Poole sur le match. On a 10 points de Otto Porter Jr. avec 6 rebonds, qui a encore une fois été très bon en remplaçant du côté de Golden State. Et on a, dans le troisième quart, le réveil. Stephen Curry qui commence à broyer à 3 points, à distance, mi-distance, à faire du jeu de passe, à fatiguer la défense. On a Klay Thompson qui commence aussi à scorer un petit peu. Et puis on a les petits buckets, toujours d'Andrew Wiggins, toujours de Draymond Green. Et au fur et à mesure, eh bien, entre l'attaque de Golden State qui se libère et celle de Dallas qui stagne, eh bien, l'écart creuse. Et on va passer assez rapidement à une branlée, à un blowout. C'est-à-dire que vraiment, dans l'entame du quatrième quart-temps, ce qui est déjà une avance de 16, 18, 20 points, va rester à 20, va même monter jusqu'à la quasi un peu trentaine, et donc ça va être trop compliqué pour Dallas. Hop, on débranche la prise, Jason Kidd, on va mettre les Marquise Chris, les Trey Burke, etc. Rien à redire, on garde les deux pieds sur l'accélérateur côté Golden State avec Jordan Poole et Otto Porter, et donc il n'y a que 31 minutes de jeu pour Stephen Curry, il n'y en a que 28 pour Kevin Looney, il n'y en a que 29 pour Draymond Green. Même pas besoin de forcer parce que, allez, en 3 quarts-temps et demi, c'est plié. C'est plié vraiment. En 3 quarts-temps même. C'est plié côté Golden State. Donc, Game 1, démonstration collective, démonstration défensive. Dallas, on le sait, avait une très très bonne défense. Golden State a trouvé des solutions en attaque
mais ils ont aussi envoyé beaucoup de choses défensivement dans la tête de Dallas pour essayer de tester Luka Doncic. Il y a eu de la zone, il y a eu de l'homme-to-homme, il y a eu de la box and one, il y a eu beaucoup de choses testées par Steve Kerr, c'était hyper intéressant stratégiquement. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien que comme vous pouvez le voir, 11 sur 48 à 3 points, beaucoup trop de 3 points tentés par les Mavs. Je vois qu'il y a des questions dans le chat, on va pouvoir y répondre tout à l'heure, notamment sur la suite de sa série. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ce qui est sûr, c'est que donc statistiquement, Dallas, 11 sur 48 à 3 points, beaucoup trop de tirs à 3 points tentés en première période, il n'était pas assez agressif à 2 points, donc du coup ça permettait à certains joueurs de Golden State de se reposer en défense. Ils n'avaient que 3 ballons perdus en première mi-temps, si je dis pas de bêtises. Dallas, ils en perdent 13 à la fin du match. Tu te fais avoir au rebond, 51 à 35 pour Golden State. Tu te fais avoir aux passes décisives, 24 à 14. Tu te fais avoir dans plein de compartiments du jeu. C'est ce qui fait que, allez, même un Luka qui finit à 20 points, 7 rebonds et 4 passes, on a tout de suite débranché la prise parce qu'on sentait qu'il avait même mal à l'épaule. Certains ont eu d'ailleurs assez peur du côté de Dallas en voyant Luka grincer des dents. Mais Golden State était beaucoup trop près pour cette rencontre. Ça s'est senti que l'expérience des Warriors, de ces vétérans qui veulent retourner en finale NBA, était bien trop évident. Et donc c'est ce qui a permis à Golden State de l'emporter. Maintenant, je vous pose la question, ceux qui ont vu le match ou peut-être ceux qui voient le replay, on a tendance à rappeler que le Game 1 reste un Game 1, c'est-à-dire voyons voir, on se renifle le cul un petit peu et on va s'ajuster au Game 2. Dallas nous a montré sur les 2 rounds précédents que les Game 1 n'étaient pas à prendre vraiment comme des conclusions. Est-ce que pour vous, c'est un match qui ressemble à la suite de la série, c'est-à-dire qu'il y a un écart énorme qui va être confirmé sur la suite de la série par rapport au pronostic que vous avez donné, ou bien c'est juste un Game 1 et c'est juste un Game 1 ? Juste un Game 1 ou vérité qui se confirme ? Je regarde un petit peu ce que ça dit. C'est la vérité qui va s'exposer. Il y en a qui mettent du 4-1 Warriors. C'est juste un Game 1. L'écart est moins important. C'est juste un Game 1, c'est juste un Game 1. Je les vois vraiment pas les sweeps par contre. Ah non, quand même, un sweep, ce serait violent. Certains ont mis 4-2 ou 4-1. On avait rappelé dans la preview que le 4-1 Golden State était la cote la plus probable, si je dis pas de bêtises. Il y en a qui me disent, je pense que c'est un prémisse de la série. Peut-être que comme Phoenix, tout le monde gagne à domicile et on se retrouve au Game 7. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? En tout cas, il ne faut pas enterrer trop vite les Mavs. S'il y a bien une équipe qui nous a montré qu'elle pouvait faire des ajustements en cours de série, c'est bien celle de Jason Kidd. Et je pense que là, il y a un vrai rappel. Il y a un vrai rappel à l'ordre pour les Mavs. Je regarde un petit peu ce que ça dit. Ça reste un Game 1, mais attention à Golden State. Oui, on est bien d'accord. On est bien d'accord, ça peut aller très vite. Comme je disais, je pense qu'il y a eu un petit peu un réveil là pour Dallas. Logique. On en a parlé dans les previews et je pense que vous avez été nombreux à en discuter aussi en tant que fan de NBA. C'est que no disrespect envers Phoenix. Leur sortie a été calamiteuse. Alex a fait une masterclass en apéro, pas de problème. Golden State, c'est un niveau au-dessus. C'est un niveau au-dessus en termes d'expérience et de mental. C'est-à-dire que, comme on avait discuté avec Alex, il y avait des garçons du côté de Phoenix qui faisaient comme s'ils avaient déjà gagné plusieurs titres et agissaient comme si tout allait bien. Les Chris Paul, les Jay Crowder, les patati, les patata. En l'occurrence, là à Golden State, non seulement ils parlent, mais en plus, ils ont l'expérience et ils assument. C'est-à-dire qu'on a des garçons qui savent ce que c'est qu'une finale de conférence. Et ils savent comment s'ajuster. Et pour eux, c'est un retour à la normale. C'est-à-dire que c'est la première fois que Golden State revient en play-off depuis 2019. La dernière fois qu'il y a eu une défaite de Golden State à domicile, c'était le Game 6 des finales de 2019. Donc ensuite, on a eu 2 années un peu compliquées, une année nulle et une année de play-in tournament. Et après, retour en play-off, et là on voit ces Warriors, du Big 3, de Steve Kerr. Et donc du coup, c'est peut-être aussi une petite claque qui peut être nécessaire pour Dallas de dire « Attention les copains, merci Bacon is life, attention les copains, là on est chez les grands. On est chez les grands. Et donc ça veut dire que là, il va falloir très très vite s'ajuster. Parce que Golden State n'aura pas peur d'aller en déplacement. Golden State a vu la série contre Phoenix. Golden State sait très bien que le déplacement à Dallas, il va être compliqué. Maintenant, on va voir ce que ça va donner. Dans tous les cas, je vais être plutôt d'accord avec ceux qui disent que c'est juste un Game 1. Voyons voir, déjà sur le Game 2, s'il y a des ajustements. Luka et Jason Kidd seront les premiers à dire très certainement que sur le Game 2, il y a mieux à faire. Et notamment, on en parlait dans la preview du fait qu'il faut que Dallas se rapproche du Money Time. Une des meilleures clés de la série pour Dallas, c'est essayer de ne pas prendre cet écart. C'est essayer de faire en sorte que l'exécution du 4e quart
soit dans leur sens. Parce que tu as Luka Doncic avec des snipers sur les côtés, parce que Golden State avec des ballons perdus a pu parfois nous frustrer, qu'ils ont montré certaines limites. Et donc du coup, on va voir ce que ça peut donner. Il y a eu des match-ups défensifs qui ont été mal utilisés aussi. On a eu des très bonnes défenses là ce soir de Stephen Curry, de Draymond, de Clay, etc. Jordan Poole n'a pas été assez puni, à mon sens, par rapport à sa présence sur le parquet. Et donc peut-être que Dallas va retourner à la téloche et dire les gars là, on n'a pas fait ce qu'il fallait, on n'a pas respecté notre plan de jeu. Est-ce que tu fais une traduction de conférence de presse aujourd'hui? Non, je fais pas de traduction de conférence de presse aujourd'hui, je le fais surtout en fin de série. Donc dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a cette victoire 112-87, 1-0 pour Golden State dans sa série. Je rappelle que le deuxième match aura lieu lui aussi au Chase Center et qu'ensuite on se déplacera 2 fois à Dallas. L'objectif pour Golden State, c'est d'aller dans le Texas en menant 2-0, on le sait, hein, le pourcentage de séries remportées par l'équipe qui mène 2-0, désolé Phoenix, mais généralement c'est assez positif. Au niveau des petits tweets qui ont été envoyés dans la nuit, on a le retour de Steve Kerr, qu'on avait vu qui avait laissé sa place à Mike Brown sur le banc suite au Covid, hein, protocole Covid dont il est sorti. Donc voilà, 85-31 avant le match, donc maintenant il est à 86-31. C'est le meilleur pourcentage de tous les temps. Steve Kerr avec minimum 50 matchs, il est à 73% de victoire en playoff. C'est absolument iconique de sa part. On a Luka Doncic, vous le voyez, qui a pris une belle balafre. Hein. On était dans le premier quart-temps, il a pris cette griffure là, en mode Why so serious de la part de Andrew Wiggins, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, c'était un peu involontaire, mais je crois qu'il va avoir une belle petite cicatrice là sur la suite de la série. Et puis le message est envoyé par la défense de Golden State. Il va pas ressortir indemne, le Slovène. On a Draymond Green qui a fait un magnifique contre en première mi-temps, notamment devant le banc des Mavs, et qui s'est permis de célébrer parce qu'il a donné le ton. Malgré 3 fautes en première mi-temps, il a donné le ton défensivement, le patron de Golden State. On a Monsieur Klay Thompson qui a été vraiment nul en première mi-temps, hein, on va pas se mentir. Et sur la deuxième, il s'est appliqué un peu plus, mais c'était pas le Game 6 Klay Thompson comme on dit. Hein. Très 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 compliqué pour le Splash Bro. Ça a été nettement mieux en deuxième mi-temps pour Stephen Curry. On avait quand même ce beau compte de Klay Thompson sur Spencer Dinwiddie. Ça a provoqué une grosse tension de Spencer Dinwiddie parce qu'il pensait qu'il y avait faute et il a pris une faute technique derrière. On avait Monsieur Dirk Nowitzki qui était là, le porte-bonheur des Mavs, qui était quand même au premier rang. Il y a un historique entre Golden State et Dallas. Hein. On rappelle quand même que c'est la série We Believe en 2007 où Dirk Nowitzki va mettre un énorme coup de poing dans le vestiaire de Golden State. Hein, un trou dans le mur qui va devenir mythique. Je crois que même qu'il l'avait encadré. Certains ont l'histoire, je crois. Ils avaient fait quoi? Ils avaient encadré le mur, ils l'avaient filé à Dirk. Ils avaient creusé le mur et ils l'avaient filé. C'était quoi cette histoire? Il y en a qui sont en direct du taf. Bon courage. Encadré et dédicacé par Dirk. Magnifique. C'est ça, il l'a encadré et Dirk l'a signé. Dirk avait perdu la série contre les Warriors. Dirk, MVP de la saison en 2007, numéro 1 de la conférence Ouest, qui se fait sortir par le numéro 8. Les Warriors de Don Nelson, l'ancien coach des Mavs, de Baron Davis, de Michael Pietrus, de Al Harrington, Matt Barnes et compagnie, Monta Ellis, Jason Richardson, une équipe formidable. Et Dirk avait mis patate dans le mur, ça a créé un trou et donc il l'a encadré, il l'a signé. Donc il y a toujours des petites blagues qui ressortent lorsque monsieur Dirk Nowitzki est du côté de Oakland / San Francisco, puisqu'on a une pensée forcément pour l'Oracle Arena. Comme je le disais, en première mi-temps, on avait 15 points, une énorme défense d'Andrew Wiggins. Pour le moment, c'était le joueur du match. 1 sur 9 à 3 points seulement pour les Split Splash Brothers. On n'avait que 6 ballons perdus pour les Warriors. Ça, c'était une bonne nouvelle puisque c'est leur péché mignon. Un bon loon et un bon pool. Malheureusement pour Dallas, eh bien, vous voyez, comme je vous le disais, 18 points en première mi-temps pour Luka Doncic. Brunson qui rentrait pas ses tirs. Kleber et Powell qui étaient fantomatiques. Et donc 7 sur 29 à 3 points à la mi-temps. C'était vraiment, vraiment terrible pour eux. Alors que pourtant, il y avait des looks qui étaient ouverts. Alors que pourtant ils n'avaient que 3 ballons perdus. Ça aurait pu nettement mieux finir, mais la deuxième période a été totalement à l'avantage de Golden State. Score final 112-87. Ça fait donc 1-0 pour les Splash Bros. Je vais devoir vous poser une petite question, ce qui va me permettre de prendre une lampée. Nous allons avoir le match 2 au Chase Center. Est-ce qu'on va à Dallas à 0-2 ou est-ce qu'on va à Dallas à 1 partout? Ah, il y a beaucoup de 2-0 là. Aïe, 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 aïe. Oh là là, je vois même pas un seul 1-1. Oh, aïe, 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 aïe. Ah, il y a quelqu'un qui a mis 1 partout. Allez.
Je... 1-1 ou pas de série? Oh, quand même pas. Attention, hein, si ça se trouve, quelqu'un avait mis dans le chat, si ça se trouve, on est sur une série où chacun va dominer à domicile, et on a hâte de voir Dallas à domicile. Le public, les calls, un rythme de jeu qui va mieux pour eux, des snipers qui vont enfin mettre leur tir. Mais je vous suis, je pense les gens qui mettent 2-0, il y en a même qui ont ripé, qui ont mis 4-0. Si ça se trouve, ça va être un sweep, mais bon, moi je n'y pense pas. Je pense pas du tout. Allez, on va dire 2-0, en effet, pour Golden State, mais au moins un match plus serré. C'est peut-être un format où on va avoir 2-0 et sur le game 2, Money Time et Golden State quand même y arrivent défensivement à montrer que ça reste eux le favori dans la série. Mais je suis ceux qui mettent 2-0 hein, dans la série, on va pas se mentir là-dessus. Comme vous le savez peut-être, sur ces finales de conférence, il n'y a qu'un match par soir, donc forcément les allées café vont être beaucoup plus courts. Avant, on était sur des allées café de 1 heure, on est même monté jusqu'à 1h30. Ne vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Hein. Mais vu que là maintenant, il n'y a qu'un seul match à débriefer, ça va être un peu plus court. On va peut-être être sur une demi-heure, quelque chose comme ça. Ça m'empêchera pas quand même de vous donner deux petites informations, parce que j'aime bien aussi faire le tour des news. Juste 2 news à vous proposer, et notamment avoir vos réactions à chaud. Nous avons eu cette nuit les All-NBA Rookie First et Second Team qui ont été dévoilés. Attention, les voici pour ceux qui n'ont pas eu l'info. La première, la All-NBA Rookie First Team, c'est Scottie Barnes, le rookie de l'année qui est dedans, avec Evan Mobley à l'unanimité, Kate Cunningham à l'unanimité, Franz Wagner qui a été exceptionnel du côté d'Orlando, et Jalen Green. Je vois qu'il y en a déjà qui réagissent dans le chat. Attention, après je vais vous demander qu'est-ce que vous avez changé. Dans la seconde team, nous avons donc Herbert Jones, formidable défenseur avec les Pélicans. On a Josh Giddey, on va y revenir, Bones Hyland, Ayo Dosunmu et Chris Duarte. Pour rappeler le contexte, évidemment, nous avons en Herbert Jones et Bones Hyland et Ayo Dosunmu des joueurs qui sont à la fin du premier tour et au début du second tour. Donc bravo à Denver et le management pour cette trouvaille. Bravo à Chicago qui a fait un excellent second choix de draft avec Ayo Dosunmu. Bravo aussi aux Pélicans, hein, parce que Herbert Jones c'était clairement pas un cadre du premier tour. On a eu Chris Duarte qui avait bien démarré sa saison mais qui ensuite a eu des petites blessures, mais il était dans la course au rookie de l'année. On a évidemment cette bataille, et je vais vous poser la question maintenant. Josh Giddey ou Jalen Green, qui vous mettez dans la All-NBA Rookie First Team? Je rappelle le contexte. Josh Giddey a loupé 13 matchs de plus que Jalen Green. Jalen Green a très bien terminé sa saison. Pendant une bonne partie de la saison, Josh Giddey était le clair meilleur rookie de la conférence Ouest. Pendant qu'il y avait la bataille entre Barnes, Cunningham et Mobley, celui qui récoltait les trophées, c'était Giddey. Je vois qu'il y en a qui me disent Kuminga, je vais y venir. C'est juste que je vois, il y en a pas mal qui disent Giddey, très bien, vous pouvez le mettre. Je trouve pas en tout cas, je sais que ça en énerve certains du côté d'Oklahoma City, je trouve pas en tout cas que c'est un blasphème. Voilà, c'est que le finish est très spectaculaire de la part de Jalen Green. Il est à 17 points de moyenne sur sa saison rookie. Ça a quand même été un très beau parcours, tout en progression fait par l'arrière de Houston. Josh Giddey par contre va devoir nous confirmer tout ça en saison 2. Quelques absents notables. Certains parlent de Jonathan Kuminga. Jonathan Kuminga, comme Ziaire Williams, 2 très bons rookies draftés dans le top 10, si je ne dis pas de bêtises dans la draft, qui ont été productifs dans des équipes compétitives, mais qui n'avaient pas des stats folles. Hein, on va pas se mentir, ça n'a pas sa place dans les 2 All-Rookie Teams. On attend très fort Jalen Suggs, top 5 de la draft. On attend très fort James Bouknight, 11e de la draft. Ce sont les 2 noms qui viennent en priorité. Et comme d'habitude, on vous rappellera jamais assez à quel point ces rookie teams ne sont pas forcément annonciatrices de grandes carrières. On peut avoir des joueurs qui vont confirmer, et très certainement dans la Rookie First Team, mais attention, à des garçons de la Second Team qui vont un peu s'écrouler, et des garçons du reste de la draft qui vont venir. Est-ce que Alperen Sengun devient un mec complètement dingue par la suite? Est-ce qu'on va voir Jalen Suggs qui va dire les gars, ne m'oubliez pas? Est-ce que Kuminga et Moses Moody vont dire oh les frères? Est-ce que Josh Primo va par exemple complètement exploser? Ça, ce sera à suivre en année 2. Mais je pense que si vous revenez par exemple sur les All Rookie First Team, parfois vous allez vous dire Jimmy Butler il n'existe pas. Paul George c'est pas sûr. Kawhi voilà. Giannis bon. Dirk Nowitzki. Donc attention à pas faire de conclusions hâtives. Il y en a qui vont devoir surtout confirmer. Et c'est là-dessus que ce sera très intéressant à suivre pour la saison sophomore de ces
garçons, en tous les cas, c'est une très très belle cuvée de draft 2021. Beaucoup de joueurs de talent et donc beaucoup de garçons qui vont devoir confirmer tout ça. L'autre petite news de la soirée, alors je sais que ça fait pas bouger les foules, mais ça reste une très très grosse info dans le circuit NBA. Les Wolves sont en train d'avoir des discussions très sérieuses avec le président des Nuggets, Tim Connelly, pour devenir le nouveau président des opérations basket. Je sais que ça intéresse pas beaucoup de monde parce qu'on parle de gens en costard, mais c'est potentiellement sismique. Pourquoi ? Eh bien parce que, comme vous le savez, les Nuggets sont devenus une franchise extrêmement stable ces dernières années. Ça part notamment du travail de Tim Connelly. Il était en association avec Arturas Karnisovas, qu'on a vu du côté de Chicago et qui a quand même fait du bon travail à Chicago pour ses premiers mois. Il avait pris le relais de Masai Ujiri à Toronto, ancien de Denver. Et donc Tim Connelly avait quand même installé des belles choses. Michael Porter Jr., consolidé la team autour de Mike Malone, Nikola Jokic double MVP, Jamal Murray, c'était l'ancien régime, mais il a mis des très bons garçons autour, il y a eu quelques pépites de draft. Et donc, on s'est dit, tiens, est-ce que le management va rester ou est-ce qu'il va bouger ? Eh bien, il se pourrait qu'à Minnesota, on récupère un des meilleurs présidents des opérations basket. C'est très important puisque ce sont eux les grands décisionnaires. Et qu'on sait qu'à Minnesota, il y a eu quelques petits changements. On a vu Gerson Rosas qui avait été viré juste avant le début de la saison dernière. Et on avait vu notamment Sachin Gupta prendre les rênes de l'équipe ces derniers mois en tant qu'intérimaire. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que si votre architecte et votre directeur, il s'en va du côté de Denver, attention à celui qui prend la place. Et ça veut dire que si vous êtes Minnesota, vous pouvez avoir un très très bon Dirlo à la tête de votre navire. Du coup, ça veut dire quoi aussi ? Ça veut dire que pour ceux qui n'ont pas vu la news, ça commence aussi à fuiter que les deux garçons principalement concernés par l'avenir de Minnesota, ce sont Karl Anthony Towns et Anthony Edwards. Donc ça veut aussi peut-être dire que du D'Angelo Russell pourrait, en confirmation, être dans les rumeurs de transfert prochainement. Ça ne veut pas dire qu'il va être forcément transféré, mais ne soyons pas étonnés si les rumeurs augmentent. Du coup, je vois que certains me posent des questions. Est-ce que je vais parler de Miami-Boston ? Non, pas là maintenant, parce que je me focus uniquement sur Golden State contre Dallas. Mais par contre, le Game 2 de le Game 2 de Boston contre Miami, je serai devant et il y aura un Alley Café dans la foulée. Donc ce sera l'occasion de pouvoir discuter avec les fans de Boston, avec les fans de Miami et avec ceux qui vont regarder le match en direct. Je crois que c'est ce soir, tout simplement, le Game 2, à vérifier les absents et les présents parce qu'il y a des blessures. Déjà là, sur ce début de série, il y a des garçons qui ne pourront pas jouer. Donc ça va être un petit peu compliqué. Voilà un petit peu pour les grosses news. Donc, bien évidemment, nous, ce qui va se passer, c'est qu'on va se retrouver demain matin, je pense, pour un nouveau Alley Café, spécial Boston-Miami. Là, j'ai fait la conférence Ouest, donc on se retrouvera pour parler de la conférence Est demain. La loterie, on reviendra dessus, avec Alex probablement, lorsqu'on fera des profils de draft, tout ça, vous inquiétez pas, vous pouvez aussi retrouver plein d'infos sur le site de Trash Talk, n'hésitez pas à y foncer sur trashtalk.co. Voilà un petit peu pour les infos principales. Et sur ce, moi, on va atteindre la petite demi-heure d'émission. Je vais devoir vous laisser, parce qu'on a du boulot, parce qu'on a un gros jeudi qui va arriver chez Trash Talk et qu'on a plein de choses encore à préparer pour les finales NBA. Du coup, celles et ceux qui étaient là, je vous fais des gros cœurs avec les doigts et je vous remercie, comme d'habitude dans Alley Café, qu'il soit 5h, 6h ou 7h du mat, on est ensemble. Ceux qui vont démarrer leur journée, bon courage. Ceux qui sont au boulot, bon courage. C'est trop court, c'est à l'ODK. Et oui, mais il n'y a qu'un seul match de finale de conférence, je ne peux pas faire des grandes émissions. Ceux qui vont aller se coucher, bonne nuit. Où que vous soyez, on vous souhaite une excellente journée. Je vous fais plein de bisous. Et on se retrouve demain matin pour un nouveau Alley Café spécial Boston contre Miami, en attendant de voir s'il y a d'autres nouvelles NBA qui vont tomber dans la journée de ce jeudi. Je vous laisse en musique, je vous fais des bisous. Et on se retrouve évidemment sur Twitch ou sur YouTube demain, dans la journée de vendredi. Des bisous. Bonne journée à toutes et à tous.